This is an auto-narrated audiobook generated by Google. Livre Notre-Dame de Paris. Par Victor Hugo. Préface. Il y a quelques années qu'en visitant, ou pour mieux dire, en furetant Notre-Dame, l'auteur de ce livre trouva dans un recoin obscur de l'une des tours ce mot, gravé à la main sur le mur. Ankh. Ces majuscules grecques, noires de vétusté et assez profondément entaillées dans la pierre, je ne sais quel signe propre à la calligraphie gothique empreint dans leur forme et dans leurs attitudes, comme pour révéler que c'était une main du Moyen-Âge qui les avait écrites là, surtout le sens lugubre et fatal qu'elles renferment, frappèrent vivement l'auteur. Il se demanda, il chercha à deviner quelle pouvait être l'âme en peine qui n'avait pas voulu quitter ce monde, sans laisser ce stigmate de crime ou de malheur au front de la vieille église. Depuis, on a badigeonné ou gratté, je ne sais plus lequel, le mur, et l'inscription a disparu. Car c'est ainsi qu'on agit depuis tantôt 200 ans avec les merveilleuses églises du Moyen-Âge. Les mutilations leur viennent de toutes parts, du dedans comme du dehors. Le prêtre les badigeonne, l'architecte les gratte, puis le peuple survient qui les démolit. Ainsi, hormis le fragile souvenir que lui consacre ici l'auteur de ce livre, il ne reste plus rien aujourd'hui du mot mystérieux gravé dans la sombre tour de Notre-Dame, rien de la destinée inconnue qu'il résumait si mélancoliquement. L'homme qui a écrit ce mot sur ce mur s'est effacé, il y a plusieurs siècles, du milieu des générations. Le mot s'est à son tour effacé du mur de l'Église, l'Église elle-même s'effacera bientôt peut-être de la terre. C'est sur ce mot qu'on a fait ce livre. Février 1831. Note ajoutée à l'édition définitive, 1832. C'est par erreur qu'on a annoncé cette édition, comme devant être augmentée de plusieurs chapitres nouveaux. Il fallait dire inédit. En effet, si par nouveau on entend nouvellement fait, les chapitres ajoutés à cette édition ne sont pas nouveaux. Ils ont été écrits en même temps que le reste de l'ouvrage, ils datent de la même époque et sont venus de la même pensée, ils ont toujours fait partie du manuscrit de Notre-Dame de Paris. Il y a plus, l'auteur ne comprendrait pas qu'on ajoutât après coup des développements nouveaux à un ouvrage de ce genre. Cela ne se fait pas à volonté. Un roman, selon lui, naît, d'une façon en quelque sorte nécessaire, avec tous ses chapitres, un drame naît avec toutes ses scènes. Ne croyez pas qu'il y ait rien d'arbitraire dans le nombre de parties dont se compose ce tout, ce mystérieux microcosme que vous appelez drame ou roman. La greffe ou la soudure prennent mal sur des œuvres de cette nature, qui doivent jaillir d'un seul jet et rester telles quelles. Une fois la chose faite, ne vous ravisez pas, n'y retouchez plus. Une fois que le livre est publié, une fois que le sexe de l'œuvre, viril ou non, a été reconnu et proclamé, une fois que l'enfant a poussé son premier cri, il est né, le voilà, il est ainsi fait, père ni mère n'y peuvent plus rien, il appartient à l'air et au soleil, laissez-le vivre ou mourir comme il est. Votre livre est-il manqué? Tant pis. N'ajoutez pas de chapitre à un livre manqué. Il est incomplet? Il fallait le compléter en l'engendrant. Votre arbre est noué? Vous ne le redresserez pas. Votre roman est phtisique? Votre roman n'est pas viable? Vous ne lui rendrez pas le souffle qui lui manque. Votre drame est né boiteux? Croyez-moi, ne lui mettez pas de jambes de bois. L'auteur attache donc un prix particulier à ce que le public sache, bien que les chapitres ajoutés ici n'ont pas été faits exprès pour cette réimpression. S'ils n'ont pas été publiés dans les précédentes éditions du livre, c'est par une raison bien simple. À l'époque où Notre-Dame de Paris s'imprimait pour la première fois, le dossier qui contenait ces 3 chapitres s'égara. Il fallait ou les réécrire, ou s'en passer. L'auteur considéra que les 2 seuls de ces chapitres qui eussent quelque importance par leur étendue, étaient des chapitres d'art et d'histoire qui n'entamaient en rien le fond du drame et du roman, que le public ne s'apercevrait pas de leur disparition, et qu'il serait seul, lui auteur, dans le secret de cette lacune. Il prit le parti de passer outre. Et puis, s'il faut tout avouer, sa paresse recula devant la tâche de réécrire 3 chapitres perdus. Il eût trouvé plus court de faire un nouveau roman. Aujourd'hui, les chapitres se sont retrouvés, et il saisit la première occasion de les remettre à leur place. Voici donc maintenant son œuvre entière, telle qu'il l'a rêvée, telle qu'il l'a faite, bonne ou mauvaise, durable ou fragile, mais telle qu'il la veut.
Sans doute ces chapitres retrouvés auront peu de valeur aux yeux des personnes, d'ailleurs fort judicieuses, qui n'ont cherché dans Notre-Dame de Paris que le drame, que le roman. Mais il est peut-être d'autres lecteurs qui n'ont pas trouvé inutile d'étudier la pensée d'esthétique et de philosophie cachée dans ce livre, qui ont bien voulu, en lisant Notre-Dame de Paris, se plaire à démêler sous le roman autre chose que le roman, et à suivre, qu'on nous passe ces expressions un peu ambitieuses, le système de l'historien et le but de l'artiste à travers la création telle qu'elle du poète. C'est pour cela surtout que les chapitres ajoutés à cette édition compléteront Notre-Dame de Paris, en admettant que Notre-Dame de Paris vaille la peine d'être complétée. L'auteur exprime et développe dans un de ses chapitres, sur la décadence actuelle de l'architecture, et sur la mort, selon lui aujourd'hui presque inévitable, de cet art roi, une opinion malheureusement bien enracinée chez lui et bien réfléchie. Mais il sent le besoin de dire ici qu'il désire vivement, que l'avenir lui donne tort un jour. Il sait que l'art, sous toutes ses formes, peut tout espérer des nouvelles générations dont on entend sourdre dans nos ateliers, le génie encore en germe. Le grain est dans le sillon, la moisson certainement sera belle. Il craint seulement, et l'on pourra voir pourquoi au tome second de cette édition, que la sève ne se soit retirée de ce vieux sol de l'architecture qui a été pendant tant de siècles, le meilleur terrain de l'art. Cependant il y a aujourd'hui dans la jeunesse artiste tant de vie, de puissance et pour ainsi dire de prédestination, que dans nos écoles d'architecture en particulier, à l'heure qu'il est, les professeurs, qui sont détestables, l'ont non seulement à leur insu, mais même tout à fait malgré eux, des élèves qui sont excellents, tout au rebours de ce potier dont parle Horace, lequel méditait des amphores et produisait des marmites. Curie rota, Urseus exit. Mais dans tous les cas, quel que soit l'avenir de l'architecture, de quelque façon que nos jeunes architectes résolvent un jour la question de leur art, en attendant les monuments nouveaux, conservons les monuments anciens. Inspirons, s'il est possible, à la nation l'amour de l'architecture nationale. C'est là, l'auteur le déclare, un des buts principaux de ce livre, c'est là un des buts principaux de sa vie. Notre-Dame de Paris a peut-être ouvert quelques perspectives vraies sur l'art du Moyen-Âge, sur cet art merveilleux jusqu'à présent inconnu des uns, et ce qui est pis encore, méconnu des autres. Mais l'auteur est bien loin de considérer comme accomplie la tâche qu'il s'est volontairement imposée. Il a déjà plaidé dans plus d'une occasion la cause de notre vieillie architecture. Il a déjà dénoncé à haute voix bien des profanations, bien des démolitions, bien des impiétés. Il ne se lassera pas. Il s'est engagé à revenir souvent sur ce sujet, il y reviendra. Il sera aussi infatigable à défendre nos édifices historiques, que nos iconoclastes d'écoles et d'académies sont acharnés à les attaquer. Car c'est une chose affligeante de voir en quelles mains l'architecture du Moyen-Âge est tombée, et de quelle façon les gâcheurs de plâtre d'à présent traitent la ruine de ce grand art. C'est même une honte pour nous autres, hommes intelligents qui les voyons faire et qui nous contentons de les huer. Et l'on ne parle pas ici seulement de ce qui se passe en province, mais de ce qui se fait à Paris, à notre porte, sous nos fenêtres, dans la grande ville, dans la ville lettrée, dans la cité de la presse, de la parole, de la pensée. Nous ne pouvons résister au besoin de signaler, pour terminer cette note, quelques-uns de ces actes de vandalisme qui tous les jours sont projetés, débattus, commencés, continués, et menés paisiblement à bien sous nos yeux, sous les yeux du public artiste de Paris, face à face avec la critique, que tant d'audace déconcerte. On vient de démolir l'archevêché, édifice d'un pauvre goût, le mal n'est pas grand, mais tout en bloc avec l'archevêché on a démoli l'évêché, rare débris du XIVe siècle, que l'architecte démolisseur n'a pas su distinguer du reste. Il a arraché l'épi avec l'ivraie, c'est égal. On parle de raser l'admirable chapelle de Vincennes, pour faire avec les pierres je ne sais quelle fortification, dont Daumesnil n'avait pourtant pas eu besoin. Tandis qu'on répare à grands frais et qu'on restaure le palais Bourbon, cette masure, on laisse effondrer par les coups de vent de l'équinoxe les vitraux magnifiques de la Sainte-Chapelle. Il y a depuis quelques jours, un échafaudage sur la tour de Saint-Jacques de la Boucherie, et un de ces matins la pioche s'y mettra. Il s'est trouvé un maçon pour bâtir une maisonnette blanche entre les vénérables tours du palais de justice. Il s'en est trouvé un autre pour châtrer Saint-Germain-des-Prés, la féodale abbaye aux 3 clochers. Il s'en trouvera un autre, n'en doutez pas, pour jeter bas Saint-Germain-l'Auxerrois.
Tous ces maçons-là se prétendent architectes, sont payés par la préfecture ou par les menus, et ont des habits verts. Tout le mal que le faux goût peut faire au vrai goût, ils le font. À l'heure où nous écrivons, spectacle déplorable. L'un d'eux tient les Tuileries, l'un d'eux balafre Philibert Delorme au beau milieu du visage. Et ce n'est pas, certes, un des médiocres scandales de notre temps de voir avec quelle effronterie la lourde architecture de ce monsieur vient s'épater tout au travers d'une des plus délicates façades de la Renaissance. Paris, 20 octobre 1832. Livre 1er. 1. La Grand Salle. Il y a aujourd'hui 348 ans 6 mois et 19 jours, que les Parisiens s'éveillèrent au bruit de toutes les cloches sonnant à grande volée dans la triple enceinte de la cité, de l'université et de la ville. Ce n'est cependant pas un jour dont l'histoire ait gardé souvenir, que le 6 janvier 1482. Rien de notable dans l'événement qui mettait ainsi en branle, dès le matin, les cloches et les bourgeois de Paris. Ce n'était ni un assaut de Picards ou de Bourguignons, ni une chasse menée en procession, ni une révolte d'écoliers dans la vigne de Las, ni une entrée de notre dit très redouté seigneur Monsieur le Roi, ni même une belle pendaison de larrons et de larronnesses à la justice de Paris. Ce n'était pas non plus la survenue, si fréquente au XVe siècle, de quelque ambassade chamarrée et empanachée. Il y avait à peine 2 jours que la dernière cavalcade de ce genre, celle des ambassadeurs flamands chargés de conclure le mariage entre le dauphin et Marguerite de Flandre, avait fait son entrée à Paris, au grand ennui de monsieur le cardinal de Bourbon, qui, pour plaire au roi, avait dû faire bonne mine à toute cette rustique cohue de bourgmestres flamands, et les régaler, en son hôtel de Bourbon, d'une moult belle moralité, sottie et farce, tandis qu'une pluie battante inondait à sa porte ses magnifiques tapisseries. Le 6 janvier, ce qui nettoie en émotion tout le populaire de Paris, comme dit Jehan de Troyes, c'était la double solennité, réunie depuis un temps immémorial, du jour des rois et de la fête des fous. Ce jour-là, il devait y avoir feu de joie à la Grève, plantation de mai à la chapelle de Braque et mystère au palais de justice. Le cri en avait été fait la veille à son de trompe dans les carrefours, par les gens de monsieur le prévôt, en beau hoqueton de camelot violet, avec de grandes croix blanches sur la poitrine. La foule des bourgeois et des bourgeoises s'acheminait donc de toutes parts dès le matin, maisons et boutiques fermées, vers l'un des 3 endroits désignés. Chacun avait pris parti, qui pour le feu de joie, qui pour le mai, qui pour le mystère. Il faut dire, à l'éloge de l'antique bon sens des badauds de Paris, que la plus grande partie de cette foule se dirigeait vers le feu de joie, lequel était tout à fait de saison, ou vers le mystère, qui devait être représenté dans la grande salle du palais bien couverte et bien close, et que les curieux s'accordaient à laisser le pauvre mai mal fleuri grelotter tout seul sous le ciel de janvier dans le cimetière de la chapelle de Braque. Le peuple affluait surtout dans les avenues du palais de justice, parce qu'on savait que les ambassadeurs flamands, arrivés de la surveille, se proposaient d'assister à la représentation du mystère et à l'élection du pape des fous, laquelle devait se faire également dans la grande salle. Ce n'était pas chose aisée de pénétrer ce jour-là dans cette grande salle, réputée cependant alors la plus grande enceinte couverte qui fût au monde. Il est vrai que Sauval n'avait pas encore mesuré la grande salle du château de Montargis. La place du palais, encombrée de peuple, offrait aux curieux des fenêtres l'aspect d'une mer, dans laquelle 5 ou 6 rues, comme autant d'embouchures de fleuves, dégorgeaient à chaque instant de nouveaux flots de têtes. Les ondes de cette foule, sans cesse grossies, se heurtaient aux angles des maisons qui s'avançaient çà et là, comme autant de promontoires, dans le bassin irrégulier de la place. Au centre de la haute façade gothique du palais, le grand escalier, sans relâche remonté et descendu par un double courant qui, après s'être brisé sous le perron intermédiaire, s'épandait à larges vagues sur ses 2 pentes latérales. Le grand escalier, dis-je, ruisselait incessamment dans la place comme une cascade dans un lac. Les cris, les rires, le trépignement de ces 1000 pieds faisaient un grand bruit et une grande clameur. De temps en temps cette clameur et ce bruit redoublaient, le courant qui poussait toute cette foule vers le grand escalier rebroussait, se troublait, tourbillonnait. C'était une bourrade d'un archer ou le cheval d'un sergent de la prévôté qui ruait pour rétablir l'ordre, admirable tradition que la prévôté a léguée à la connétablie à la maréchaussée, et la maréchaussée à notre gendarmerie de Paris. Aux portes, aux fenêtres, aux lucarnes, sur les toits, fourmillaient des milliers de bonnes figures bourgeoises, calmes et honnêtes, regardant le palais, regardant la cohue,
et n'en demandant pas davantage, car bien des gens à Paris se contentent du spectacle des spectateurs, et c'est déjà pour nous une chose très curieuse qu'une muraille derrière laquelle il se passe quelque chose. S'il pouvait nous être donné à nous, hommes de 1830, de nous mêler en pensée à ces Parisiens du XVe siècle, et d'entrer avec eux, tiraillés, coudoyés, culbutés, dans cette immense salle du palais, si étroite le 6 janvier 1482, le spectacle ne serait ni sans intérêt ni sans charme, et nous n'aurions autour de nous que des choses si vieilles qu'elles nous sembleraient toutes neuves. Si le lecteur y consent, nous essaierons de retrouver par la pensée l'impression qu'il eût éprouvée avec nous, en franchissant le seuil de cette grande salle, au milieu de cette cohue en surcot, en hoqueton et en cotardi. Et d'abord, bourdonnement dans les oreilles, éblouissement dans les yeux. Au-dessus de nos têtes, une double voûte en ogive, lambrissée en sculpture de bois, peinte d'azur, fleur-de-lysée en or, sous nos pieds, un pavé alternatif de marbre blanc et noir. À quelques pas de nous, un énorme pilier, puis un autre, en tout 7 piliers dans la longueur de la salle, soutenant au milieu de sa largeur les retombées de la double voûte. Autour des 4 premiers piliers, des boutiques de marchands, toutes étincelantes de verre et de clinquant, autour des 3 derniers, des bancs de bois de chêne, usés et polis par le haut-de-chausses des plaideurs et la robe des procureurs. À l'entour de la salle, le long de la haute muraille, entre les portes, entre les croisées, entre les piliers, l'interminable rangée des statues de tous les rois de France depuis Pharamond, les rois fainéants, les bras pendants et les yeux baissés, les rois vaillants et bataillards, la tête et les mains hardiment levées au ciel. Puis, aux longues fenêtres ogives, des vitraux de 1000 couleurs, aux larges issues de la salle, de riches portes finement sculptées, et le tout, voûtes, piliers, murailles, chambranles, lambris, portes, statues, recouverts du haut en bas d'une splendide enluminure bleue et or, qui, déjà un peu ternie à l'époque où nous la voyons, avait presque entièrement disparu sous la poussière et les toiles d'araignée, en l'an de grâce 1549, où Dubreuil l'admirait encore par tradition. Qu'on se représente maintenant cette immense salle oblongue, éclairée de la clarté blafarde d'un jour de janvier, envahie par une foule bariolée et bruyante qui dérive le long des murs et tournoie autour des 7 piliers, et l'on aura déjà une idée confuse de l'ensemble du tableau dont nous allons essayer d'indiquer plus précisément les curieux détails. Il est certain que si Ravaillac n'avait point assassiné Henri IV, il n'y aurait point eu de pièces du procès de Ravaillac déposées au greffe du palais de justice, point de complices intéressés à faire disparaître lesdites pièces, partant, point d'incendiaires obligés, faute de meilleurs moyens, à brûler le greffe pour brûler les pièces, et à brûler le palais de justice pour brûler le greffe, par conséquent enfin, point d'incendie de 1618. Le vieux palais serait encore debout avec sa vieille grand-salle, je pourrais dire au lecteur, allez la voir, et nous serions ainsi dispensés tous deux, moi d'en faire, lui d'en lire une description telle qu'elle, ce qui prouve cette vérité neuve, que les grands événements ont des suites incalculables. Il est vrai qu'il serait fort possible d'abord que Ravaillac n'eût pas de complices, ensuite que ses complices, si par hasard il en avait, ne fussent pour rien dans l'incendie de 1618. Il en existe 2 autres explications, très plausibles. Premièrement, la grande étoile enflammée, large d'1 pied, haute d'une coudée, qui tomba comme chacun sait du ciel sur le palais le 7 mars après minuit. Deuxièmement, le quatrain de Théophile. Certes, ce fut un triste jeu. Quand à Paris dame justice, pour avoir mangé trop d'épices, se mit tout le palais en feu. Quoi qu'on pense de cette triple explication politique, physique, poétique de l'incendie du palais de justice en 1618, le fait malheureusement certain, c'est l'incendie. Il reste bien peu de choses aujourd'hui, grâce à cette catastrophe, grâce surtout aux diverses restaurations successives qui ont achevé ce qu'elle avait épargné, il reste bien peu de choses de cette première demeure des rois de France, de ce palais aîné du Louvre, déjà si vieux du temps de Philippe le Bel, qu'on y cherchait les traces des magnifiques bâtiments élevés par le roi Robert et décrits par Elgaldus. Presque tout a disparu. Qu'est devenue la chambre de la chancellerie, où Saint Louis consomma son mariage? Le jardin où il rendait la justice, vêtu d'une cotte de camelot, d'un surcot de tyrtène sans manches, et d'un manteau par-dessus de sandales noires, couché sur des tapis avec Joinville. Où est la chambre de l'empereur Sigismond? Celle de Charles IV? Celle de Jean Santerre? Où est l'escalier d'où Charles VI promulgua son édit de grâce? La dalle où Marcel égorgea, en présence du dauphin,
Robert de Clermont et le maréchal de Champagne? Le guichet où furent lacérées les bulles de l'antipape Bénédicte, et d'où repartirent ceux qui les avaient apportées, chapés et mitrés en dérision, et faisant amende honorable par tout Paris. Et la grande salle, avec sa dorure, son azur, ses ogives, ses statues, ses piliers, son immense voûte toute déchiquetée de sculptures? Et la chambre dorée? Et le lion de pierre qui se tenait à la porte, la tête baissée, la queue entre les jambes, comme les lions du trône de Salomon, dans l'attitude humiliée qui convient à la force devant la justice? Et les belles portes? Et les beaux vitraux? Et les ferrures ciselées, qui décourageaient Biscornette? Et les délicates menuiseries de Duancy? Qu'a fait le temps, qu'ont fait les hommes de ces merveilles? Que nous a-t-on donné pour tout cela, pour toute cette histoire gauloise, pour tout cet art gothique? Les lourds cintres surbaissés de Monsieur de Brosse, ce gauche architecte du portail Saint-Gervais, voilà pour l'art. Et quant à l'histoire, nous avons les souvenirs bavards du gros pilier, encore tout retentissant des commérages des patrus. Ce n'est pas grand-chose. Revenons à la véritable grande salle du véritable vieux palais. Les deux extrémités de ce gigantesque parallélogramme étaient occupées, l'une par la fameuse table de marbre, si longue, si large et si épaisse que jamais on ne vit, disent les vieux papiers terriers, dans un style qui eût donné appétit à Gargantua, pareille tranche de marbre au monde. L'autre, par la chapelle où Louis XI s'était fait sculpter à genoux devant la Vierge, et où il avait fait transporter, sans se soucier de laisser deux niches vides dans la file des statues royales, les statues de Charlemagne et de Saint-Louis, deux saints qu'il supposait fort en crédit au ciel comme roi de France. Cette chapelle neuve encore, bâtie à peine depuis 6 ans, était toute dans ce goût charmant d'architecture délicate, de sculptures merveilleuses, de fines et profondes ciselures qui marquent chez nous la fin de l'ère gothique, et se perpétuent jusque vers le milieu du XVIe siècle dans les fantaisies féeriques de la Renaissance. La petite rosace à jour percée au-dessus du portail était en particulier un chef-d'œuvre de ténuité et de grâce. On eût dit une étoile de dentelle. Au milieu de la salle, vis-à-vis la grande porte, une estrade de brocart d'or, adossée au mur, et dans laquelle était pratiquée une entrée particulière au moyen d'une fenêtre du couloir de la chambre dorée, avait été élevée pour les envoyés flamands et les autres gros personnages conviés à la représentation du mystère. C'est sur la table de marbre que devait, selon l'usage, être représenté le mystère. Elle avait été disposée pour cela dès le matin. Sa riche planche de marbre, toute rayée par les talons de la basoche, supportait une cage de charpente assez élevée, dont la surface supérieure, accessible au regard de toute la salle, devait servir de théâtre, et dont l'intérieur, masqué par des tapisseries, devait tenir lieu de vestiaire aux personnages de la pièce. Une échelle, naïvement placée en dehors, devait établir la communication entre la scène et le vestiaire, et prêter ses rois d'échelons aux entrées comme aux sorties. Il n'y avait pas de personnage si imprévu, pas de péripéties, pas de coup de théâtre qui ne fût tenu de monter par cette échelle. Innocente et vénérable enfance de l'art et des machines. 4 sergents du bailli du palais, gardiens obligés de tous les plaisirs du peuple les jours de fête comme les jours d'exécution, se tenaient debout aux 4 coins de la table de marbre. Ce n'était qu'au 12e coup de midi, sonnant à la grande horloge du palais, que la pièce devait commencer. C'était bien tard sans doute pour une représentation théâtrale, mais il avait fallu prendre l'heure des ambassadeurs. Or toute cette multitude attendait depuis le matin. Bon nombre de ces honnêtes curieux grelottaient dès le point du jour devant le grand degré du palais, quelques-uns même affirmaient avoir passé la nuit en travers de la grande porte, pour être sûrs d'entrer les premiers. La foule s'épaississait à tout moment, et comme une eau qui dépasse son niveau, commençait à monter le long des murs, à s'enfler autour des piliers, à déborder sur les entablements, sur les corniches, sur les appuis des fenêtres, sur toutes les saillies de l'architecture, sur tous les reliefs de la sculpture. Aussi la gêne, l'impatience, l'ennui, la liberté d'un jour de cynisme et de folie, les querelles qui éclataient à tout propos pour un coup de pointu ou un soulier ferré, la fatigue d'une longue attente, donnaient-elles déjà, bien avant l'heure où les ambassadeurs devaient arriver, un accent aigre et amer à la clameur de ce peuple enfermé, emboîté, pressé, foulé, étouffé. On n'entendait que plaintes et imprécations contre les Flamands, le prévôt des marchands, le cardinal de Bourbon, le bailli du palais, Madame Marguerite d'Autriche, les sergents à verge, le froid, le chaud, le mauvais temps, l'évêque de Paris, le pape des fous,
les piliers, les statues, cette porte fermée, cette fenêtre ouverte. Le tout au grand amusement des bandes d'écoliers et de laquais disséminés dans la masse, qui mêlaient à tout ce mécontentement leur taquinerie et leur malice, et piquaient, pour ainsi dire, à coups d'épingle, la mauvaise humeur générale. Il y avait entre autres un groupe de ces joyeux démons qui, après avoir défoncé le vitrage d'une fenêtre, s'étaient hardiment assis sur l'entablement, et de là plongeaient tour à tour ses regards et ses railleries au dedans et au dehors, dans la foule de la salle et dans la foule de la place. À leurs gestes de parodie, à leurs rires éclatants, aux appels goguenards qu'ils échangeaient d'un bout à l'autre de la salle avec leurs camarades, il était aisé de juger que ces jeunes clercs ne partageaient pas l'ennui et la fatigue du reste des assistants, et qu'ils savaient fort bien, pour leur plaisir particulier, extraire de ce qu'ils avaient sous les yeux un spectacle qui leur faisait attendre patiemment l'autre. « Sur mon âme, c'est vous, Johannes Frollo de Molendino !» criait l'un d'eux à une espèce de petit diable blond, à jolie et maligne figure, accroché aux acanthes d'un chapiteau. « Vous êtes bien nommé Jehan du Moulin, car vos 2 bras et vos 2 jambes ont l'air de 4 ailes qui vont au vent. Depuis combien de temps êtes-vous ici ? » « Par la miséricorde du diable, » répondit Johannes Frollo, « voilà plus de 4 heures, et j'espère bien qu'elles me seront comptées sur mon temps de purgatoire. J'ai entendu les 8 chantres du roi de Sicile entonner le premier verset de la haute messe de 7 heures dans la Sainte-Chapelle. »« De beaux chantres, » reprit l'autre, et qui ont la voix encore plus pointue que leur bonnet. Avant de fonder une messe à Monsieur Saint-Jean, le roi aurait bien dû s'informer si Monsieur Saint-Jean aime le latin psalmodié avec accent provençal. C'est pour employer ces maudits chantres du roi de Sicile qu'il a fait cela, cria aigrement une vieille femme dans la foule au bas de la fenêtre. Je vous demande un peu, 1000 livres parisis pour une messe, et sur la ferme du poisson de mer des Halles de Paris, encore. Paix vieille, reprit un gros et grave personnage qui se bouchait le nez à côté de la marchande de poissons, il fallait bien fonder une messe. Vouliez-vous pas que le roi retombât malade ? Bravement parlé, sire Gilles Lecornu, maître Pelletier fourreur des robes du roi, cria le petit écolier cramponné au chapiteau. Un éclat de rire de tous les écoliers accueillit le nom malencontreux du pauvre Pelletier fourreur des robes du roi. Lecornu. Gilles Lecornu, disaient les uns. Cornutus et Hirsutus, reprenait un autre. Eh, sans doute, continuait le petit démon du chapiteau. Qu'ont-ils à rire ? Honorable homme Gilles Lecornu, frère de maître Jehan Lecornu, prévôt de l'hôtel du roi, fils de maître Maillet Lecornu, premier portier du bois de Vincennes, tous bourgeois de Paris, tous mariés de père en fils. La gaieté redoubla. Le gros Pelletier fourreur, sans répondre un mot, s'efforçait de se dérober au regard fixé sur lui de tous côtés, mais il suait et soufflait en vain. Comme un coin qui s'enfonce dans le bois, les efforts qu'il faisait ne servaient qu'à emboîter plus solidement dans les épaules de ses voisins sa large face apoplectique, pourpre de dépit et de colère. Enfin un de ceux-ci, gros, court et vénérable comme lui, vint à son secours. Abomination. Des écoliers qui parlent de la sorte à un bourgeois. De mon temps, on les eût fustigés avec un fagot dont on les eût brûlés ensuite. La bande entière éclata. Olay, qui chante cette gamme ? Quel est le chat-huant de malheur ? Tiens, je le reconnais, dit l'un, c'est maître Andry Mignet. Parce qu'il est un des 4 libraires jurés de l'université, dit l'autre. Tout est par 4 dans cette boutique, cria un troisième. Les 4 nations, les 4 facultés, les 4 fêtes, les 4 procureurs, les 4 électeurs, les 4 libraires. Eh bien, reprit Jehan Frollo, il faut leur faire le diable à 4. Mugnier, nous brûlerons tes livres. Mugnier, nous battrons ton laquais. Mugnier, nous chiffonnerons ta femme. La bonne grosse mademoiselle Oudarde. Qui est aussi fraîche et aussi gaie que si elle était veuve. Que le diable vous emporte, grommela maître Andry Mugnier. Maître Andry, reprit Jehan toujours pendu à son chapiteau, tais-toi ou je te tombe sur la tête. Maître Andry leva les yeux, parut mesurer un instant la hauteur du pilier, la pesanteur du drôle, multiplia mentalement cette pesanteur par le carré de la vitesse, et se tut. Jehan, maître du champ de bataille, poursuivit avec triomphe. C'est que je le ferai, quoique je sois frère d'un archidiacre. Beau sire, que nos gens de l'université, n'avoir seulement pas fait respecter nos privilèges dans un jour comme celui-ci. Enfin, il y a mai et feu de joie à la ville, mystère,
pape des fous et ambassadeur flamand à la cité, et à l'université, rien. Cependant la place Maubert est assez grande, reprit un des clercs cantonné sur la table de la fenêtre. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.